Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ce matin. Alors ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, mais bon, ça ne s'y prête pas toujours et je ne souhaite pas remplir mon compte de vidéos pour le plaisir d'en faire. Je n'ai pas d'ambition, l'ambition de devenir un YouTuber et de gagner ma vie à travers YouTube. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet sur lequel j'ai été amené à me pencher depuis un certain temps pour des raisons professionnelles, qui est le nouveau modèle de développement au Maroc. Alors je dis d'emblée que c'est quelque chose auquel je peux souscrire totalement et d'ailleurs je considère que c'est excessivement important de pouvoir mettre en place quelque chose qui permettra à la nation et surtout aux plus démunis de la nation de pouvoir regagner en dignité, pouvoir avoir une vie meilleure, etc. Comme vous le savez, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, un certain nombre de personnes ont formé une commission, des gens qui avaient été triés sur le volet, qui venaient un peu de tous les horizons, dont des MRE d'ailleurs, qui avaient vécu ainsi des expériences différentes à l'étranger. Et le rapport de leurs travaux est paru en avril de cette année. Alors évidemment, hasard du calendrier, leurs travaux ont coïncidé avec les périodes de crise sanitaire que nous avons vécues. Et d'ailleurs, vers la fin du document, ils y font référence, mais on sent que la pensée a quand même été largement nourrie, disons, des paradigmes anciens, de ceux qui prévalaient avant le Covid. Alors, ce que je voudrais faire aujourd'hui, on fera peut-être une série de vidéos où on pourrait passer chapitre par chapitre, ou en tout cas sujet important par sujet important. Je verrai s'il est opportun de le faire. Ça dépendra aussi un peu de vos réactions. Je voudrais donner mon impression générale et aussi mes premières considérations compte tenu du jour d'aujourd'hui, je veux dire, compte tenu de ce que nous savons et de ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que je trouve que c'est une très bonne chose, c'est une excellente initiative, parce qu'on a besoin de pouvoir, à un moment donné, en tant que nation, enfin en tant que patrie, en tant que citoyen, de se poser et de commencer à s'interroger sur quelle direction allons prendre. Alors, ce travail a été confié à une commission. La presse a rapporté que dans le cadre des élections, aucun parti n'avait sorti un programme électoral parce que chacun attendait la sortie du rapport, ne voulant pas se défausser par rapport un peu à cette volonté royale. Alors on voit qu'aujourd'hui le nouveau gouvernement a été mis en place et je constate à travers cette décision qu'il commence à mettre en œuvre la feuille de route que peut représenter ce nouveau modèle de développement. Je le vois à travers par exemple les décisions qui ont été prises concernant l'enseignement, les budgets qui ont été mis, ce qui a été demandé. Donc quelque part ça peut paraître être une bonne chose. Pourtant ce nouveau modèle de développement a des avantages et des désavantages. Et en fait, un même point pourrait être vu comme un avantage ou un désavantage. De mon point de vue, et je parle donc en tant que citoyen, qui a peut-être des ambitions plus grandes pour le pays et la nation, mais qui ne prend peut-être pas suffisamment en compte certaines réalités, et ça je peux l'entendre, de mon point de vue, donc, je trouve que ce plan n'est pas excessivement ambitieux. Il est bien, il est honorable dans beaucoup d'aspects. Il cherche à construire quelque chose de positif. En même temps, il a deux handicaps à mes yeux. Le premier, c'est que je ne sens pas du tout de changement de paradigme. Or, de la lecture que je fais du monde d'aujourd'hui, j'ai le sentiment que nous avons de manière urgente besoin de pouvoir définir un nouveau paradigme, sinon nous allons devoir accepter ou choisir par défaut les paradigmes qui nous sont imposés dans cette transformation du monde que nous vivons pour l'instant. Nouveaux paradigmes qui nous seront imposés probablement par l'oligarchie marchande, puisque c'est elle qui semble aujourd'hui vouloir diriger le monde, en tout cas l'influencer, et c'est elle qui a énormément de poids sur nos États, sur nos patries, déjà à travers l'endettement que nous avons tout simplement. Donc si nous n'avons pas un autre paradigme alternatif à proposer, nous risquons quelque part de perdre notre identité également. Ici au Maroc, l'identité est fortement ancrée dans la religion et la pratique de la religion.
Alors ce n'est pas tout de dire que l'État se choisit l'islam comme religion, ce qui est très bien, je veux dire. Ce n'est pas tout de dire que je suis musulman et se prétendre musulman. Encore faut-il avoir les bons comportements et les bonnes attitudes et avoir une saine compréhension de l'islam. Alors évidemment, chacun a probablement le sentiment d'avoir une saine compréhension, mais en même temps, nous ne sommes pas tous savants en islam, et je ne prétends pas être savant moi-même, hein, même si je peux lire et rechercher beaucoup, mais reste encore à savoir quelles sont les sources, est-ce que ce sont des sources traditionnelles, est-ce que ce sont des sources modernes, et que nous pousse-t-elle à faire? Est-ce que ce qui nous est demandé ou est-ce que ce qui nous est enseigné ou suggéré va dans le sens voulu par la religion? Ou bien est-ce que, à travers les détails qui y sont ou l'état d'esprit dans lequel les choses se font, est-ce que nous ne sommes pas occupés à dévier de ce qui nous a été enseigné par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ce qui est enseigné par la religion? Alors je ne vais pas faire un cours de religion, hein, je suis pas comment dire, qualifié pour ça. Je peux juste parler de ma foi et de la façon dont je peux le vivre. Mais bon, donc si nous ne proposons pas un paradigme nous-mêmes qui soit aligné avec à la fois ce socle religieux qui est excessivement important au niveau de la patrie, mais également qui prend ses racines dans l'histoire qui a fait ce pays et qui a fait ce peuple, nous risquons très bien à un moment donné de nous retrouver avec des paradigmes, par exemple, plus anglo-saxons ou éventuellement plus asiatiques, si ce sont eux qui devaient prendre demain l'ascendant. Alors je comprends qu'on veuille avoir des relations avec les autres pays du monde, et c'est probablement utile aujourd'hui, même si nous observons tout doucement, et ça c'est un des défauts du rapport aujourd'hui, c'est que le rapport part sur le principe que nous sommes sur un monde qui est hyper connecté et avec un commerce excessivement international, enfin très internationalisé. Je pense que la crise du Covid nous a montré aujourd'hui que ce paradigme commence à être battu en brèche et qu'on retourne vers autre chose, dans la mesure où beaucoup de nations ou beaucoup de patries ont eu à se plaindre d'avoir manqué de biens de première nécessité parce qu'ils étaient produits très loin. Et à partir du moment où les frontières se ferment par protection contre une infection supposée, eh bien, ces biens ne peuvent plus arriver. Ce qui peut créer des famines, des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. Et bon, s'il s'agit, je ne sais pas moi, de papier toilette, disons, c'est inconfortable, mais s'il s'agit de nourriture, c'est grave. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une gradation également dans ces choses. Or, une des choses qui a été le plus touchée, c'est la nourriture. D'ailleurs, le dernier discours que j'ai en mémoire de Sa Majesté le Roi a attiré notre attention sur, alors je ne sais plus les termes qu'il a utilisés, mais on va dire sur notre indépendance alimentaire, qui risque d'être mise à mal compte tenu du fait que de ce que moi je crois observer, durant la période de confinement, on n'a pas récolté, on n'a pas cultivé ou pas suffisamment, et donc nous risquons très clairement une période de famine ou une période en tout cas où la nourriture est moins abondante et donc plus chère en plus, ce qui peut d'ailleurs avoir un impact très fort sur les personnes les plus fragiles socialement, qui n'auront peut-être plus ou plus suffisamment accès à une nourriture ou alors une nourriture de qualité. Alors de là à aller vers le désir de leur proposer une nourriture industrielle, je ne sais pas si c'est nécessairement la bonne chose, parce que la nourriture industrielle, même si les gens le font avec beaucoup de sincérité, reste quelque chose qui est largement transformé, et donc qui n'est pas parfaitement naturel. Et de la façon dont j'ai tendance à voir, moi, la santé, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure chose pour dire de supporter la santé et de développer nos systèmes immunitaires justement dans ces crises sanitaires où on a besoin d'avoir un maximum de protection et un système immunitaire en bonne santé. Alors, donc, il y a ce premier paradigme qui est là, qui est un petit peu en défaut. En plus de ça, on se rend compte à la lecture du document, alors à la fois sa synthèse, mais aussi le rapport complet, qu'il y a un jeu de croyances qui est là, et c'est normal, nous fonctionnons tous avec un jeu de croyances,
Mais ça veut dire aussi que nous partons de présupposés, enfin qu'ils sont partis de présupposés ou d'une vision du monde qui n'est pas nécessairement vérifiée par ailleurs. Et ça touchait surtout le comportement supposé des citoyens par rapport au soutien du plan, à la mise en œuvre du plan, si ce plan devait être adopté et accepté, chose qui semble être le cas, puisque, comme je le disais tout à l'heure, il semble porté par le gouvernement actuel. Le problème que j'ai avec ça, c'est que ils partent du principe que tout le monde sera derrière ce plan et le soutiendra. Or, le quotidien ne me montre pas ça. Je veux dire, quand je circule dans le monde, quand je circule dans la ville, dans les entreprises, quand je rencontre les gens, je crois observer beaucoup plus un attentisme, le fait que les autres fassent les choses, le fait d'être en droit de recevoir, d'être beaucoup plus dans l'exigence, dans la revendication, mais pas nécessairement dans la contribution. Alors si et là, il y en a probablement qui le font, mais en même temps, ils ne sont pas nécessairement soutenus, ils n'en ont pas les moyens, ils ne sont pas organisés. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui fassent des choses. Mais beaucoup diront, lorsqu'on parle avec eux, oui, mais faire les choses ici, c'est difficile, on n'a pas toujours les moyens, il faut des autorisations, il ne faut pas faire de vagues pour certains ont le sentiment qu'il ne faut pas faire de vagues. Et donc, finalement, travailler à aider les autres ou à construire quelque chose est quelque chose d'assez difficile. Donc tout le monde est plutôt dans l'attente que le gouvernement et puis les administrations fassent les choses pour eux. On parle beaucoup, d'ailleurs dans le rapport aussi, de l'amélioration et de l'efficacité à venir, en tout cas l'accroissement d'efficacité nécessaire de l'administration, et je peux l'entendre, hein, c'est probablement important. C'est pas que les gens qui travaillent dans les administrations soient de mauvaise foi, ils fonctionnent en fonction du système dans lequel ils sont. Et ils souhaitent garder leur emploi comme n'importe qui, et il ne s'agit pas de transgresser des règles. Donc c'est surtout le contexte des règles, etc., qui est peut-être à alléger. Peut-être la relation, entre guillemets, contractuelle entre l'État et le fonctionnaire, la personne qui travaille à l'État, est peut-être à revoir aussi, pour changer également la dynamique du rapport. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent être envisagées. Ça ne se fera pas comme ça du jour au lendemain. Évidemment, il y aura des résistances parce que les personnes préfèrent rester sur ce qu'elles connaissent déjà. Certains ont construit leur carrière en ce sens-là et n'aimeraient pas voir... je veux dire, après, alors qu'ils se sont investis durant peut-être 5, 10, 15, 20 ans dans ce sens-là, voire au dernier instant changer les règles alors qu'ils allaient avoir une promotion ou qu'ils allaient pouvoir commencer à tirer les bénéfices de leur investissement. C'est purement humain, je le comprends très bien, je n'ai pas de problème avec ça. Maintenant, on n'a peut-être pas besoin de continuer dans ce sens-là. Mais toujours est-il, donc, il y a surtout cet attentisme de la part des citoyens, me semble-t-il, et je ne les vois pas faire énormément, enfin nécessairement agir dans ce sens-là. Or, si on veut mettre en place ce nouveau modèle de développement, il y a une composante qui me paraît excessivement importante, ce vont être nos propres comportements, nos propres attitudes, et en amont de cela, la vision que nous avons du monde, de notre citoyenneté, de notre comportement aux autres, et aussi du sens de la patrie, de la façon dont celle-ci est censée être organisée, de ce qui est important en tant que patriotes tout ensemble, ou patriciens plutôt tous ensemble, ce qu'il s'agit de pouvoir construire de façon à pouvoir, par exemple, et je prends très généralement ça comme point de référence, pouvoir, je veux dire, rendre de la dignité à ceux qui en ont besoin, déjà par l'économique, mais aussi dans les différents aspects de la vie. Et pour ça, on va devoir sortir de paradigmes qui sont excessivement présents dans le monde moderne aujourd'hui, qui nous ont été inspirés par le monde du travail, qui, à cet égard, à mes yeux, si on veut lui donner une localisation géographique qui repose énormément sur des concepts plutôt anglo-saxons, du plus beau, du plus grand, du plus fort, du meilleur, etc. Or, ça, c'est un besoin qui est très attaché au protestantisme, puisque les protestants considèrent que pour être méritants devant Dieu, ils doivent être le meilleur.
le plus beau, le plus grand, le plus fort, le plus riche, etc. C'est pour ça qu'ils n'ont aucun problème à exposer ce qu'ils gagnent. Au contraire, ça fait partie des choses je veux dire, qui peuvent plutôt même les flatter et en tout cas les rassurer quant à leur avenir après la vie. Mais nous n'avons pas du tout ce type de valeur ici dans le monde musulman. Au contraire, nous devrions être plutôt dans le partage, dans l'entraide, prendre soin de son plus proche voisin, et ce jusqu'au 7e ou au 40e selon les hadiths. Et donc déjà dans nos traditions, nos centres, ce qui devrait être nos centres de préoccupation et d'intérêt sont différents. Pourtant, on vit cette sorte de schizophrénie, si je peux l'exprimer ainsi, où peut-être que dans notre vie privée, ou en tout cas dans l'expression des principes que nous aurons, nous dirons cela. Et en même temps, au quotidien, dans le monde du travail, nous agissons en fonction d'une compétition de plus en plus exacerbée, en tout cas dans énormément d'endroits, dans le fait de préserver son travail à tout prix à l'encontre des autres, plutôt que d'essayer de collaborer, d'agir ensemble, de construire ensemble et d'offrir un avenir pour tout le monde. Donc, je ne dis pas que ci et là, il n'y a pas des choses qui se font. Je fais des généralisations, c'est normal. Je suis dans une vidéo où je parle d'un contexte général, mais en tout cas, pour fréquenter les entreprises, les universités, les étudiants, le monde du travail et mes concitoyens, donc je ne suis pas marocain, je n'ai malheureusement pas la nationalité, mais je me considère comme un citoyen puisque je partage la vie de la cité. J'ai le bonheur que vous m'ayez accueilli depuis pratiquement 14 ans et je vis bien et je vous remercie de ça. Mais je pense donc qu'en tant que citoyens, nous avons peut-être une façon de voir les choses, mais dans notre quotidien, nous agissons différemment. Et ça crée cette forme de schizophrénie. Et comme nous passons le plus clair de notre temps dans le monde du travail, quelque part, ces valeurs, ces modes de fonctionnement semblent s'inscrire. J'en veux pour témoin le comportement des parents par rapport, la relation des parents par rapport à l'enseignement, par rapport à l'avenir de leurs enfants. C'est fait de bonne foi, je veux dire, et ils le font probablement parce qu'ils aiment leurs enfants. Et en même temps, il me semble que cette relation à l'enseignement est beaucoup plus réfléchie en termes de, je vais prendre des termes peut-être un peu à l'emporte-pièce, mais ce qui semble plus important, c'est l'avenir professionnel de l'enfant. Et donc, on se soucie à ce qu'il devienne, et pardonnez l'expression, un outil de production qui soit excellent et qui soit désiré, qui puisse avoir un travail, plus que dans la construction d'une personne qui puisse devenir un futur conjoint aimant, un futur parent capable d'éduquer, un citoyen capable d'apporter sa contribution à la société, etc. Donc on le construit moins, je veux dire, là-dedans et dans les valeurs, que dans son efficience professionnelle, c'est-à-dire maîtriser les maths, le fait de pouvoir écrire quelque chose à peu près correct, éventuellement la physique s'il en aurait besoin plus tard, bref, les sciences qu'on va appeler dures. D'ailleurs, c'est un autre point que je relève beaucoup dans le nouveau modèle de développement, c'est qu'en fait, il y a une sorte de schizophrénie, j'ai envie de dire, aussi dans le document, parce que d'une part, on essaie de vouloir travailler les valeurs, parce qu'on se rend probablement compte qu'il y aura des besoins de faire évoluer la question des valeurs, mais le rapport n'explique pas comment on va faire ça, ou trop peu, ou voire même pas du tout, d'accord ? Parce que c'est normal, c'est un soft skill, c'est beaucoup plus compliqué. Donc comment va-t-on pouvoir faire évoluer les valeurs ? La seule chose que ça mentionne, en tout cas des souvenirs que j'en ai, et puis pour les prochaines vidéos, je reprendrai le document et j'irai plus en profondeur, c'est de dire que quelque part, oui, l'école devrait être aussi l'endroit où on transfère les valeurs et les valeurs religieuses. Et où on tente de faire de l'enfant un citoyen. Je ne peux qu'être d'accord avec ça, soyons très clairs, je ne peux qu'être d'accord avec ça. D'ailleurs, je l'écris depuis longtemps et je le dis depuis longtemps. Et en même temps, mais ça ne nous explique pas comment on le fait, je veux dire. Alors après ça, oui, on a des vœux pieux, il faut former les enseignants, il faut former les professeurs, etc. Oui, pourquoi pas, je veux dire, mais si la personne n'a pas décidé d'elle-même changer de paradigme, et si la personne elle-même, l'enseignant en question, a construit toute sa vie en fonction d'un paradigme qui est lié au fait que l'État doit prendre soin de moi je n'ai rien à faire, et puis, alors je suis dans une caricature, mais c'est un peu comme ça, et puis, ce qui est important, c'est la compétition, c'est d'être le plus beau, le plus grand, le plus fort, c'est pas la collaboration, etc.
On aura beau leur dire, vous savez, il faut penser différemment, il faut construire un référentiel différent auprès des enfants. Si eux-mêmes ne le portent pas et n'agissent pas de cette façon-là au quotidien, je veux dire, il n'y aura pas de cohérence entre le discours éventuellement qu'ils porteraient parce qu'ils seraient obligés de le porter, et puis leur comportement et leurs attitudes. Et de cette dichotomie, de cette incongruence, pour prendre le terme technique correct, les enfants comprendront qu'il faut aller vers leur comportement et leurs attitudes et non pas vers leurs paroles. Donc il faut qu'on ait un changement qui est beaucoup plus profond, que nous prenions en conscience la décision de faire quelque chose et que dans notre quotidien nous commencions à être vigilants à chacune de nos actions, chacun de nos actes, de façon à pouvoir en corriger la direction et corriger finalement les intentions qui sont derrière, de façon à fonctionner de la manière la plus noble possible et arriver tout doucement à construire cette société qui est faite de collaboration, de soutien, de fraternité, etc. Alors c'est pas que les gens se disputent nécessairement, quoique, je veux dire, si on se balade dans les rues, je veux dire... alors je suis pas en comparaison avec les autres pays, j'y suis pas, hein, je ne fais que parler de ce que je vis au quotidien ici. Je veux dire, on ne compte pas le nombre de gens qui se disputent finalement, les uns au téléphone, les autres dans la rue, une femme avec un gardien, un monsieur avec une personne dans sa voiture, deux automobilistes ensemble, enfin bon. Les disputes sont monnaie courante, donc je veux dire, c'est un mode de fonctionnement qui est très centré sur notre égoïsme ou sur notre ego. Ah, tu as touché à ma petite personne, tu as osé me dire ça. Même à travers ce que je suis occupé à dire, certains pourraient réagir ou réagiront peut-être en disant mais pour qui tu te prends, qu'est-ce que tu es occupé à dire, c'est pas vrai, je ne suis pas ça. Peut-être n'a-t-il pas le sentiment de l'aide, mais peut-être que ses actions ne plaident pas en sa faveur, ou peut-être qu'il fait les choses correctement, et ce que j'écris pour l'instant, ça ne s'adresse pas à lui. À nouveau, je fais des généralisations, mais voilà, on est beaucoup là-dedans. Or, on a besoin de pouvoir, si on souhaite avancer, et surtout si on souhaite se défendre par rapport à ce qui risque d'arriver, je veux dire, avec le monde qui change aujourd'hui, on a besoin d'être une patrie unie, avec des patriciens qui soient unis. Et donc pour ça, il faut arriver à faire en sorte que le groupe l'emporte sur l'individu. Or, ça va dans le sens de la religion, je veux dire, puisque dans la religion, on a la notion de Ummah, et il y a des hadiths qui parlent de la gestion des groupes. D'ailleurs, on en parle même dans le cadre des voyages, puisqu'on dit lorsque 3 personnes voyagent, il y en a nécessairement un qui est le leader, même lorsqu'ils ne sont que 2. Donc, on a même des hadiths qui organisent cela d'une manière ou d'une autre. Donc on a besoin de retrouver de l'unité, mais une vraie unité où nous mettons la main, où nous donnons la main les uns aux autres et où nous avançons ensemble. Nous risquons de passer maintenant, et ça c'est un peu le dernier volet que j'ai envie de couvrir aujourd'hui, c'est vrai que le monde a changé compte tenu de la crise sanitaire. Beaucoup aspirent à retourner au monde que nous venons de quitter, je pense, sans vouloir faire de catastrophisme, mais je pense que c'est un vœu pieux, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera plus. Nous irons vers autre chose qui sera peut-être très bien ou qui sera peut-être très désagréable. Mais en tout cas, les choses ont changé. Et donc, nous avons pour l'instant un nouveau modèle de développement, mais qui s'inspire d'un monde ancien, qui reste un peu dans sa continuité. Et c'est en ce sens que je ne le jugeais pas très ambitieux, parce que je dis, on sent qu'il reste dans une continuité. Alors, ça a un avantage, c'est que de fait, c'est un train que les citoyens peuvent prendre. Puis en même temps, par rapport au monde tel qu'il a changé aujourd'hui, on n'est pas dans un changement de paradigme qui ferait que nous pourrions retrouver une véritable identité à laquelle nous aspirons tous. Hein, je veux dire, lorsqu'on parle aux gens ici, ils sont fiers de leur pays, ils ont un sentiment d'appartenance, ils considèrent qu'ils sont de bonnes personnes, et globalement, ce sont probablement de très bonnes personnes, là n'est pas la question. Mais en même temps, ils risquent de se faire manger par manque d'attention complètement par ce qui est occupé à se faire, parce qu'on ne s'est pas préparé. Je pense que nous pourrions cultiver, définir entre nous et commencer à pratiquer d'autres choses qui feront qu'on aura cette cohésion sociale, une vraie, où nous reprendrons soin de notre voisin avant nous-mêmes, à la rigueur, où nous ferons passer l'intérêt général avant l'intérêt particulier, et où on va pouvoir construire, tout en laissant quand même un grand respect au niveau des individualités. Je veux dire, on voit par exemple pour l'instant le grand débat qu'il y a autour de la vaccination obligatoire, pas obligatoire. Enfin, le vaccin n'est pas obligatoire, mais derrière, ceux qui ne seraient pas vaccinés, aujourd'hui à travers le pass vaccinal, sont privés d'énormément de choses. Est-ce que ça va dans le sens de ce que je suis occupé à décrire maintenant, c'est-à-dire une unité où on se tient tous ensemble ?
Je peux comprendre que certaines personnes aient peur et pour ça veuillent se protéger, et c'est correct, mais en même temps aujourd'hui dans la société, alors que dans le temps quand quelqu'un avait peur, on lui dit bah, ok tu as peur, c'est ton droit, mais en même temps gère, je veux dire, reste chez toi si tu as envie, trouve des solutions qui te conviennent. Mais aujourd'hui ce sont ceux qui ont peur qui imposent à ceux qui sont tranquilles des modes de fonctionnement, des vaccins alors qu'ils n'en ont pas nécessairement envie, etc. Donc là on est occupé à franchir comment dire, des frontières qui étaient là et qui préservaient quelque part également l'intérêt de tout un chacun. Donc, que doit-on faire? Ça devient assez compliqué. Finalement, ce sont ceux qui sont capables de gérer leur peur, par exemple, hein, la peur de la maladie, ceux-là, ou qui sont capables éventuellement de se renseigner, de réfléchir, ou que sais-je, mais qui ont posé d'autres choix, de ne pas vouloir être, par exemple, vaccinés dans ce cas-ci, mais qui se retrouvent, punis, entre guillemets, alors qu'ils n'ont fait qu'exercer leur libre droit par rapport à eux-mêmes, c'est-à-dire de disposer de leur propre personne, cette personne que Dieu leur a donnée, et ce corps en tout cas que Dieu leur a donné, et de respecter la loi, puisque la loi laisse la vaccination libre. D'accord ? Donc à partir du moment où quelque chose est libre, mais si nous ne l'avons pas fait, nous sommes punis, ben, ce n'est plus une liberté. D'accord ? Et donc là on a des problèmes, et on voit bien que ça nous vient quelque part de l'étranger, ça nous vient à nouveau l'oligarchie marchande qui, à travers ses organes, comme l'OMS, etc., a une oreille attentive de la part de nos gouvernants, ici comme ailleurs j'entends. Hein. Donc si nous nous reprenons pas en main et que nous ne définissons pas une façon marocaine d'être ensemble, de vivre ensemble, de construire ensemble, de former une Oumma, de faire vivre nos valeurs. Alors les valeurs, nous les connaissons, encore faut-il que nous les fassions vivre et que nous ayons un vocabulaire commun par rapport à ça. Par vocabulaire commun, j'entends par là une façon commune de faire les choses, si bien que quand quelqu'un le fait, je reconnais qu'il le fait, et donc j'ai le sentiment de le consommer, enfin j'ai la capacité de le consommer, et si moi je le fais, l'autre observe que je le fais et le comprend parce que nous utilisons les mêmes rites, si je peux m'exprimer ainsi, ou les mêmes façons de faire, donc on le reconnaît parfaitement. C'est un point que j'ai déjà traité dans d'autres vidéos, dans une dimension plus générale, puisque c'est un point de coaching qui est important dans les entreprises, et je pense que je l'avais couvert dans le cadre des valeurs dans les entreprises, et j'avais dit, dans les entreprises, on n'a pas de problème de valeur, d'ailleurs je pense qu'au Maroc, on n'a pas de problème de valeur, on a simplement un problème sur l'expression que peuvent prendre ces valeurs, en ce sens que nous ne nous entendons pas sur l'expression qu'elles peuvent prendre, et nous n'avons pas toutes la même expression pour les mêmes choses dans les mêmes contextes. Si bien que ça génère des disputes du genre « mais pourquoi tu ne me respectes pas ? Mais si, mais je te respecte, mais non, c'est pas vrai, mais si, c'est vrai, etc. » Simplement parce que la façon de respecter, donc les actes qui sont mis en œuvre ne sont pas les mêmes. D'accord ? Donc, et c'est là où on a besoin de s'harmoniser. Donc c'est vrai qu'il y a moyen de faire ça, je veux dire, mais bon. Alors cette problématique, on peut l'avoir également à l'université. Pourquoi ? Simplement parce que l'université, c'est ce qui va ensemencer la nation de la génération suivante et qui va commencer à faire son travail par rapport à cela. Et si on veut tout doucement que le monde change et qu'on arrive à d'autres paradigmes, il serait intéressant qu'à l'université ou que dans les grandes écoles, que ces paradigmes puissent être mis en œuvre. Mais pour ça, il faudrait avoir des enseignants qui aient intégré ces paradigmes et commencent à vivre selon ces paradigmes. Sinon, ils vont continuer à vivre selon la compétition, la maximisation du profit, gagner le plus d'argent possible, et donc ça, sous-entendu, ça se fait au détriment d'autres. J'ai jamais dit qu'ils devaient vivre dans la pauvreté non plus, hein, c'est pas un objectif, mais c'est au contraire de réussir et de vivre tous ensemble. Donc, ils vont rester dans cet état d'esprit-là, tout en tentant d'expliquer aux jeunes, oui, mais vous devez être dans la générosité, construire des entreprises, rendre de la dignité, entre autres par l'économique, aux gens qui en ont besoin, blablabla, mais eux-mêmes font complètement différemment. Donc, il y a ces hiatus-là qu'il va falloir dépasser. Comment faire ? C'est pas simple. Et donc, c'est là où on a besoin de trouver des solutions, et c'est là où, finalement, c'est une des grosses faiblesses du nouveau modèle de développement tel qu'il a été proposé. C'est qu'aujourd'hui, enfin, il ne répond pas à cette question, il nous donne une direction qui est probablement viable et sur laquelle je peux m'inscrire, et en même temps, il ne nous explique pas comment on peut faire.
Et en plus de ça, il y a cette hiatus, donc j'ai dit, elle travaille les valeurs, mais en même temps, on sent qu'elle pousse énormément. Il est beaucoup réfléchi aussi dans le sens de la maximisation des profits, de l'amélioration du PIB. Et je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose, que du contraire, mais on sent beaucoup qu'on est très centré sur le monde des affaires, sur le fait de faire de l'argent. Ça risque de se faire, je veux dire, au détriment, si on est dans les excès, ça risque de se faire au détriment finalement du développement de la personne, du développement des valeurs, de qui nous sommes et de ce qui pourra nous construire justement et être le moteur du fait de construire cette Oumma effectivement, pour reprendre ce terme-là, en tout cas cette patrie qui soit solide, avec tout le monde qui est uni, où on ne laisse tomber personne. Je veux dire, c'est comme dans nos mosquées, je veux dire, une des grandes réussites du Covid, et symboliquement, ça a été porté par les partis religieux. Je trouve que le symbolisme est fort par rapport à cela. C'est que, au nom de la santé, peu importe, au nom de la santé, pour faire simple, on a séparé les rangs dans les mosquées, alors que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'était battu et se fâchait quand les rangs n'étaient pas serrés. Or, quand les rangs sont serrés, si quelqu'un est plus faible ou a tendance à vouloir tomber, il est soutenu par l'épaule à gauche et l'épaule à droite. Ici, donc, on a distendu les rangs, donc quelque part Satan a gagné, j'ai envie de dire. Et on les a toujours pas ressoudés à ce jour. Donc nous ne formons plus des murs. Et je pense que même en termes psychologiques, ça nous impacte parce que quelque part, on sent aussi que la peur s'installant par rapport à nos propres santé, puisque la peur est distillée tous les jours à travers les médias, eh bien, nous nous sommes séparés, nous nous individualisons. Et la peur, finalement, nous individualise. C'est une chose que j'ai vécue personnellement et auquel j'ai dû réagir très vite. Il y a quelque temps, quand le pass sanitaire est sorti, ça m'a fait hurler. Et je me suis rendu compte que ce sont mes propres peurs vis-à-vis de moi-même qui me recentraient sur moi et me poussaient à me refermer sur moi-même. Et je me suis dit, c'est pas la bonne chose à faire. On n'en sortira que si... alors on s'en sortira, je veux dire, par le haut de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On s'en sortira, au contraire, en étant unis, en construisant ensemble, en étant dans la fraternité, etc. Mais ça commence déjà par le fait de connaître son voisin, de prendre de ses nouvelles, de se préoccuper de lui. Par exemple, moi je vis dans un immeuble, il peut y avoir des personnes plus âgées. Est-ce qu'elles vont bien parce qu'elles ne sortent pas tous les jours, c'est normal, mais est-ce qu'elles vont bien? Est-ce que leur santé est bonne? Est-ce qu'elles ont besoin de quelque chose? Leur faire la conversation aussi, parce que, je veux dire, sinon, un être humain n'est pas fait pour vivre seul, donc ils ont besoin aussi d'interaction humaine, et donc leur offrir ça. Ça peut être plein de choses, ça peut être un sourire, un bonjour dans la rue, etc. Moi, j'observe que je commence à avoir un certain âge, j'ai 57 ans. Alors, je ne suis pas dans la revendication par rapport à ça, mais je me rappelle que quand j'étais enfant, on nous apprenait à dire bonjour monsieur, bonjour madame, surtout aux personnes plus âgées, des gens qui auraient pu être nos parents, nos grands-parents. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui passent à côté de nous, ils nous bousculent, à la rigueur, ils nous crient dessus parce qu'on a eu l'impudence d'être dans leur chemin. Il n'y a pas un bonjour, pas un bonjour monsieur, il n'y a pas un vous allez bien, il n'y a rien de tout ça. Donc on sent qu'il y a des choses qui ont disparu et c'est dommage. Moi je me rappelle que quand j'étais encore en Belgique, la deuxième génération, ou la troisième génération plus exactement, de Marocains, a commencé à être excessivement apprécié. Pourquoi? Parce que madame avait peut-être le foulard et monsieur la barbe, etc. Mais ils étaient instruits, ils rentraient dans les magasins. Quand ils rentraient dans un magasin, chose que les Belges ont commencé à perdre malheureusement, ils apprenaient à leurs enfants de dire bonjour monsieur, bonjour madame, etc. Et j'ai trouvé ça très bien, je veux dire. Donc, et ça comment dire, quelque part c'était un beau témoignage de leurs valeurs et de l'expression de leurs valeurs. C'est dommage que nous ayons perdu cela aussi. Donc on a beaucoup de choses à construire, on a des choses à faire. Alors chacun évidemment aura son idée par rapport à cela. Aujourd'hui, le nouveau modèle de développement est sorti. Il est porté, me semble-t-il, par le gouvernement et de par la volonté de Sa Majesté le Roi, et c'est probablement une bonne chose. En même temps, nous avons un autre monde qui se dessine aujourd'hui, qui s'impose à nous, et on le voit avec le pass vaccinal, puisque finalement c'est une idée, je ne vais pas dire que c'est une injonction, mais en tout cas c'est une suggestion forte qui vient de personnes qui tentent de gérer le monde de manière globale, et donc qui vient d'en dehors du pays. Il ne vient pas de nos propres gouvernants. Donc on a clairement deux modèles qui commencent à rentrer en compétition.
un modèle qui est très centré sur les affaires, la maximisation du profit. D'ailleurs, durant cette crise, je crois que c'est 249 nouveaux milliardaires sont apparus. Alors, on ne compte pas le nombre de personnes évidemment qui sont tombées sous le seuil de pauvreté ou qui se sentent mal, mais on a eu quand même quelques personnes qui ont tiré les marrons du feu, et à peu près toujours les mêmes. Les personnes excessivement riches, on l'a vu en France, aux États-Unis, se sont beaucoup enrichies. Certains ont augmenté leur richesse de plus de 40%, je crois, et ce sont des milliards. Donc, je ne suis pas à dire qu'on doit tout redistribuer, mais on sent bien qu'aujourd'hui, on a un gouvernement d'affaires, et pourquoi pas, on a besoin de faire tourner notre économie aussi, pour justement nous permettre de rendre de la dignité par l'économique. Mais après, ça restera à savoir comment sera redistribuée cette richesse qui sera créée, surtout que le nouveau modèle de développement, ce qu'il demande, entre autres aux universités, c'est d'aider le monde économique à accroître la valeur ajoutée de tout ce qui est exporté du Maroc. Ce qui veut donc dire que on a besoin de monter en compétences de façon à ce que la valeur ajoutée des produits qui sont exportés rapporte plus à l'État, et donc d'augmenter grâce à ça le PIB. Et c'est une bonne chose. Mais une fois que ce sera fait, comment ce PIB va-t-il être redistribué? Est-ce que les gens vont continuer à vivre avec finalement un salaire qui est relativement bas, et l'essentiel des bénéfices iront auprès des propriétaires d'entreprises ou des actionnaires? Ou est-ce qu'il y aura une véritable distribution? Est-ce qu'on va repenser nos modèles économiques, comme certaines expériences qui semblent exister aujourd'hui en Europe, où c'est plus en des PME, certes, mais le patron s'interdit d'avoir un salaire 4 fois supérieur à le salaire le plus bas de son entreprise. Donc si par exemple au Maroc on a un salaire de 2000 dirhams, eh bien le plus haut salaire de l'entreprise, qui sera peut-être celui du patron, ne dépassera pas 8000 dirhams. Donc s'il souhaite augmenter son salaire, il faudra augmenter le salaire de tout le monde, ce qui est une façon de faire. Mais en même temps, c'est une façon de redistribuer les richesses, de garder les richesses aussi dans l'entreprise pour lui permettre de se développer, et grâce à ça peut-être créer de l'emploi complémentaire de façon à rendre de la dignité par l'économique à de nouvelles personnes. Et ça aussi, c'est un des paradoxes du nouveau modèle de développement, c'est que d'un côté, il pousse beaucoup à l'augmentation des technologies, l'accroissement des technologies, et d'un autre, elle aimerait bien remettre des gens au travail. Or, ça me semble relativement incompatible, parce que la technologie remplace beaucoup d'humains. Et là où on avait besoin d'humains, de travail humain pour pouvoir faire les choses, eh bien, parfois on peut remplacer 2, 3, 4, 5, 10 personnes par une machine qui va faire le travail de 10 personnes, et ces 10 personnes qui se retrouvent, ici au Maroc, n'ayant pas de chômage, dans la précarité. Alors on voudrait d'un côté donc remettre les gens au travail, mais d'un autre on veut pousser les entreprises aussi à se moderniser et à aller vers ça. Donc il y a un paradoxe apparent en tout cas là, et qu'il va falloir aussi résoudre. Donc que fait-on? Quel modèle de société se choisit-on? Je veux dire, si on part des travaux de feu Bernard Stiegler, tout ce que je peux dire, c'est que je peux définir le scope dans lequel nous allons en tant que société devoir choisir une position. Soit on retourne, je veux dire, à ce qui s'est fait au tout début, c'est-à-dire que le travail est exclusivement humain, et donc de fait on redistribue les richesses en fonction du temps de travail. À l'autre bout du scope, tout est fait par les machines, il n'y a plus de travail humain, mais à ce moment-là, quelles sont les règles de redistribution que nous choisissons? Y en a-t-il encore? Ou bien est-ce que tout le monde peut bénéficier des fruits de ce qui est réalisé? Enfin bref, il y a des choses à définir. Ou une situation intermédiaire. Et puis en fonction de ce que nous allons choisir en tant que civilisation, eh bien nous devrons construire tout le reste en cohérence par rapport à cela. D'accord? Donc si on choisit qu'il n'y a plus trop de travail dans les entreprises parce qu'on est d'accord d'aller vers l'efficience grâce aux machines, ok, c'est correct. Peut-être que c'est la bonne décision à prendre face à la mondialisation aujourd'hui, ou en tout cas pour pouvoir être un concurrent, disons, sérieux face à la concurrence internationale, je peux l'entendre. Mais alors à ce moment-là, qu'est-il fait pour les citoyens qui, eux, tombent dans la précarité parce qu'il n'y a pas de travail pour eux, ou pas suffisamment, et ils ont aussi des enfants à faire vivre. Alors, on entend ci et là que certains auraient la solution. Alors, elle est abjecte, certes, mais c'est de faire en sorte de diminuer la population,
Et donc ça passe par le fait, soit que la population ne se reproduise pas ou pas suffisamment, ou soit simplement de faire mourir ces gens-là. Il y a des gens qui ont ce cynisme-là, il y a des conférences célèbres qui existent sur Internet et qui peuvent être écoutées de façon à se faire une opinion par rapport à ça. C'est certainement pas mon option, bien sûr. Il y a suffisamment sur Terre pour faire vivre tout le monde, je pense. La seule chose, c'est que les choses ne sont pas équitablement distribuées. Alors je ne dis pas que tout le monde doit avoir la même chose, je ne suis pas pour un système capitaliste, je ne suis pas communiste, mais je ne suis pas non plus pour un système hyper-capitaliste comme on l'a aujourd'hui. Donc on doit trouver des justes équilibres, et ça, nouveau, on va devoir en décider tous ensemble. Mais pour ça, il faut qu'on ait un débat autour de ça. Or, ce qui me semble aujourd'hui, à travers les épisodes que nous vivons aujourd'hui, sous couvert d'urgence, alors urgence sanitaire, etc., j'ai un peu le sentiment en tant que citoyen que le débat a été confisqué. Il n'y a plus ou plus suffisamment de débats. Là, on aurait besoin d'en avoir, surtout que nous avons des décisions graves et importantes à devoir prendre, puisqu'il s'agit, quelle orientation allons-nous apporter à notre société, compte tenu du fait qu'on est à la croisée des chemins, nous avons des choix à faire. Si nous ne faisons pas ces choix, ces choix seront faits pour nous. Donc, nous avons le nouvel modèle de développement, dont la synthèse est là, et puis il y a le rapport officiel est là, il fait 170 pages. Moi, je vous conseille de le lire. Il y a des choses avec lesquelles je peux ne pas être d'accord. Alors parfois c'est au détour d'une phrase, etc. Par exemple, on parle d'un islam marocain. Tiens, est-ce que c'est une nouvelle religion? Parce que pour moi, il y a un islam, je veux dire. Après ça, on peut évidemment... Alors après ça, si on le dit de manière symbolique, en ce sens que c'est notre manière à nous, au Maroc, de pratiquer l'islam, bon, je peux à la rigueur l'entendre. Mais si c'est s'opposer à d'autres croyants parce que supposément nous aurions une façon de faire qui peut être meilleure que les autres et que les autres seraient voués à l'enfer, j'ai un problème. Bon, c'est un détail, mais donc de temps en temps, il y a des choses comme ça qui m'indisposent ou qui me... Par exemple, on dit le Maroc est en capacité de mobiliser sa population et toutes ses forces vives. Je n'en sais rien en fait. Je veux dire, je n'ai pas la preuve de ça. Ça ne m'a pas été démontré. Je ne dis pas que les Marocains ne sont pas prêts à aider leur pays, je n'en sais rien. Mais je veux dire, c'est parce que j'observe. J'observe qu'on est beaucoup dans l'attentisme, on attend que l'État fasse les choses. Et je ne vois pas autour de moi, dans mes quartiers, chez mes voisins, dans les entreprises dans lesquelles je vais, les universités que je fréquente, je ne vois pas ou pas beaucoup de gens qui sont mobilisés. Donc, partir de cela comme postulat, ou en disant « Ah, un des points forts du Maroc, c'est de pouvoir mobiliser tout le monde », c'est une erreur de pensée qui nous pousse vers une vision erronée des choses et vers des solutions qui sont potentiellement erronées. Donc, je ne dis pas que ce ne serait pas souhaitable que nous le soyons. Ah oui, bien sûr. J'aimerais bien que l'État soit en capacité, ou tout simplement que les citoyens soient en capacité de se mobiliser. La question qui se pose alors, s'ils ne le sont pas, et je pense qu'ils ne le sont pas aujourd'hui, c'est comment fait-on pour le faire? Et ça, c'est une bonne question à se poser. Et après, faisons-le tout simplement, je veux dire. Après ça, on a chacun le droit d'avoir ses ambitions dans la vie et de construire ce qu'on peut souhaiter, en espérant que ça reste aligné avec ce que le monde a à nous offrir aujourd'hui, compte tenu des changements qui sont là. Mais pour le reste, alignons-nous et puis construisons ensemble. Je pense qu'on va... Si nous retournons les uns vers les autres, on va aussi, en tant qu'humain, retrouver beaucoup de satisfaction, parce que je pense que l'humain n'est pas fait pour vivre seul, il a besoin d'interaction, il a besoin d'agir avec les autres, il a besoin, on appelle ça des strokes en analyse transactionnelle, on a besoin de ça. Donc il y a même un bénéfice pour nous à le faire et à retrouver du contact et puis à construire des choses ensemble. Donc je vais en rester là pour aujourd'hui parce que je pourrais encore en parler beaucoup. Je ferai peut-être d'autres vidéos où on ira sur des points plus particuliers. J'ai voulu donner un peu mes impressions générales et mes premières réactions par rapport à cela. Des réactions qui doivent peut-être encore mûrir, et elles mûriront grâce au débat que vous pouvez proposer à travers vos commentaires, que je demande courtois et bienveillants. Vous voyez, je cherche à être courtois et bienveillant. On peut ne pas être d'accord et en parler très calmement et exposer sa façon de voir les choses. Pas besoin d'être dans l'invective ou dans l'injure, je ne le suis pas. Et au contraire, ayons des débats apaisés et tentons ensemble de voir comment les choses pourraient évoluer tout simplement.
Pour le reste, ben, comme d'habitude, ben, je vous souhaite tout le bonheur du monde, très sincèrement, hein. J'ai un ami qui dit régulièrement, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, parce que même s'ils le savent, ça fait toujours du bien à entendre, et je pense que c'est très vrai. Et puis moi j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver dans une prochaine vidéo. À très bientôt.